l'organisme scolaire. Et puis, bon, eh bien, il y avait la laïcité, c'était un principe, disons, équivoque, avec ceux qui étaient partisans, ceux qui étaient contre. Et puis, eh bien, il y a eu, après, parce que, donc, il y a eu aussi un certain nombre d'événements, dont l'affaire de Creil en particulier, et donc, cette laïcité, elle est devenue, donc, univoque. Mais, pour autant, en fin de compte, eh bien, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des clivages fondamentaux autour du sujet. Et je crois qu'on a oublié aussi, parce qu'on a privilégié, disons, à certains moments, des fois des faits divers, des faits de société. L'affaire de Creil, c'était en fait au départ un fait de société, et puis on a oublié, on a négligé les questions vraiment institutionnelles. La question du dualisme scolaire, c'est une question vraiment institutionnelle. Elle l'est encore aujourd'hui. Et je crois qu'il faut essayer de dissocier déjà un peu ce qui relève effectivement du fait divers, du fait de société et des questions vraiment institutionnelles. Aujourd'hui, l'affaire Gibidar, par exemple, et puis Gaza, dans l'information, on mélange tout. On mélange tout. Et ça, c'est un vrai problème, en gros. Et je crois que c'est tout à fait dommageable. Alors, je voudrais dire, et bon, c'est bien que tu aies rappelé tout à l'heure, disons, le serment de Vincennes, hein, parce que, bon, un certain nombre de nos organisations, ou d'organisations amies, étaient présentes au serment de Vincennes. Moi, je suis président de la fédération des DDEN. Les DDEN étaient, disons, voilà, en 1960, hein, donc le 19 juin, donc présents parmi les 40 000, disons, participants au serment de Vincennes. Pour autant, aujourd'hui, il faut s'apercevoir qu'en fait, la loi de Bray est abrogée. Elle a été abrogée, non pas par nous, mais par nos adversaires en réalité. Parce que, d'abord, je crois que l'évolution récente, depuis 1984, quand on a fait prévaloir l'idée de libre choix, en fin de compte, on a installé les familles dans une posture de consommateurs au regard de l'école. C'est ce que tu dis, bien évidemment. Aujourd'hui, les parents sont des consommateurs. Nous, quand on est autour de la table du conseil d'école, eh bien, les parents viennent nous dire « Moi, je suis le père ou la mère du petit ou de la petite une telle », et donc, ils ne participent au débat du conseil d'école que si ça concerne au mieux la classe, et donc surtout pour leur fils ou pour leur fille. Et le reste des questions, je généralise aussi, hein, il y a des parents qui sont plus sérieux bien évidemment, mais globalement, voilà ce qui se passe. Il y a quelques années, parce que il y avait une fédération qui était, disons, importante, la FCPE, hein, que tu connais bien sûr, Paul, et donc cette FCPE, eh bien, elle avait une vision globale de la question scolaire, et donc non pas une vision, disons, de consommateur. Et je crois que ça, c'est un événement particulier. La question scolaire aujourd'hui, c'est une individualisation du rapport à l'école, et on est aujourd'hui dans ce système. L'école était un projet collectif. J'y reviendrai tout à l'heure, je reviendrai dans l'histoire par rapport à ce qui s'est passé. Parce qu'il y a eu Ferry, il y a eu aussi avant Ferry, et même Ferry en 1870, donc il y a un très beau discours de Ferry sur l'égalité en éducation. On simplifie, en gros, on parle de l'obligation scolaire, la gratuité, la laïcité. En fait, bon, je crois qu'on a peut-être eu tort de ne pas opposer à la liberté d'enseignement, donc l'égalité en éducation. Parce que derrière tout ça, il y a le problème de la mixité sociale, il y a le problème effectivement des discriminations, et donc je crois que ça c'est, disons, extrêmement important. Donc ce qui s'est passé là, en fait, eh bien, la loi de Bray est abrogée.
la loi Debré a été abrogée par nos adversaires. Et tout à l'heure, tu parlais de droite et de gauche, effectivement, qui bousculent la laïcité. C'est un ministre de gauche qui a tué la laïcité scolaire. Il s'appelle Jack Lang. Les accords Lang-Cloupet, en fin de compte, c'est un événement qu'on n'a pas perçu comme tel au départ. Et la FEN, en particulier, qui était en pleine scission à ce moment-là, n'a pas peut-être déposé les recours qui s'imposaient par rapport à ça, parce qu'il y a là, en fin de compte, effectivement, une remise en cause, y compris de la loi Debré, parce que la loi Debré ne reconnaît que des établissements séparés les uns des autres. Et là, Lang, lui, négocie avec le représentant de l'épiscopat, le secrétaire général de l'enseignement catholique, Cloupet. Et donc, là, on a un événement exceptionnel. Et donc, moi j'ai retrouvé, disons, dans cette période de Pétain, une loi du 31 décembre 1941 qui dit qu'en fin de compte, bon, on ne doit pas gérer établissement par établissement, mais on doit gérer avec l'enseignement catholique. C'est une loi qui avait été abrogée, donc, par ordonnance, et qui revient, en fin de compte, dans des accords Lang-Cloupet, qui sont un concordat scolaire, qui confie à l'enseignement catholique, là, l'ensemble de la gestion du système catholique, d'ailleurs qu'il soit catholique ou pas, et le non-catholique sous contrat représente 4%, donc, puisque l'enseignement catholique représente 96%. Bon, donc, cet événement est considérable en réalité. Cet événement est considérable, et puis vous nous invitez pour un débat entre les questions d'éducation et les questions de santé. Il y a un parallélisme d'ailleurs entre les deux. Il y a un parallélisme parce que, en fin de compte, eh bien, dans l'éducation, il y a un enseignement public, des établissements sous contrat, des établissements hors contrat. Dans la santé, il y a des établissements qui sont conventionnés, d'autres qui ne sont pas conventionnés. Mais il y a aussi une offensive derrière tout ça. Il y a une offensive, en fin de compte, d'un certain nombre de groupes, dont l'Institut Montaigne, qui vise à privatiser l'éducation et la santé. Je ne sais pas si vous connaissez ce document, 25 propositions pour développer les fondations en France. L'Institut Montaigne, BBA, Opus Dei, d'accord ? Et derrière tout ça, en fin de compte, qu'est-ce qu'ils nous disent? La seule façon de privatiser l'éducation et la santé, c'est de créer des fondations. Parce qu'on va pouvoir défiscaliser les dons, en fin de compte. Donc, on a un financement public indirect et la puissance publique n'aura rien à redire, effectivement, parce que là, on est dans un système qui sera totalement privé. Voilà un petit peu ce qui se passe. Bon, je ne vous détaille pas un peu ce qu'il y a dedans. J'irai imprimer là pour la circonstance. Ceci, je pourrais le laisser, hein, si ça vous intéresse. Mais c'est très important, en réalité. Et ce parallélisme en tout ça, ben, il y a tous ceux qui visent, en fin de compte, à bas bruit, à privatiser l'école, à privatiser la santé, effectivement, parce que là, effectivement, il y a de l'argent à se faire. Et ce que je regrette, disons, dans ce que tu as dit, c'est que tu as, en fin de compte, globalisé, en gros, cet enseignement public qui est malade. Je crois que c'est regrettable parce que là, on apporte de l'eau au moulin de ceux qui veulent détruire l'enseignement aujourd'hui. Dire que l'enseignement public est malade, alors que l'enseignement public, c'est un patchwork d'établissements de conditions de fonctionnement qui sont différentes les unes des autres. Il n'y a aucun établissement qui ressemble à un autre.
Il y a des groupes, effectivement, et des types d'établissements. Les établissements et les lycées de Paris ressemblent étrangement, par exemple, au lycée Stanislas aussi. Voilà, donc ça faut le dire. Mais il y a d'autres lycées de province, il y a des lycées de ville moyenne qui sont loin d'être effectivement sur ce modèle-là. Et puis, la réussite scolaire, en fin de compte, bon, c'est pas public contre privé en réalité. C'est, et on le sait depuis Bourdieu, la réussite scolaire, elle impacte, disons, surtout les familles un peu défavorisées. Et donc, la réussite scolaire, elle est liée au classement social. Ça, c'est évident. Hein. Ce n'est pas le privé, en fin de compte, qui fait 100%. Et donc, ça, c'est regrettable aussi disons, d'attribuer au privé cette réussite scolaire. Non, parce que, comme dirait le privé, le public accueille le tout venant, en fin de compte. Il accueille l'ensemble de la population. Donc ça, je crois que c'est relativement important. Là aussi, un point de contestation fort avec toi quand tu dis que le privé est financé à 75%. C'est faux. La loi Debré prévoit qu'effectivement, le financement du fonctionnement, c'est à 100%. Et donc, le privé est financé à 100% pour son fonctionnement. Il y a des écarts. Pourquoi il y a des écarts? Parce que, effectivement, les personnels enseignants qui sont rémunérés aussi de la même façon dans le privé que dans le public, sauf à la retraite. Sauf à la retraite où, en fin de compte, eh bien, c'est le système général pour les enseignants du privé pour la retraite et le système public pour les enseignants du service public. Ça, il y a cet écart-là aussi. Et puis, il y a des obligations aussi de financement de certains investissements pour l'enseignement public. Et donc, ce chiffre de 75%, c'est je cherche le nom de cette fondation, Madame Molinier, l'IFRAP. Hein, c'est l'IFRAP qui a déterminé ces 75%. Et malheureusement, y compris le Conseil d'État, dans ce rapport de 2023, parle de 75% au niveau du financement. C'est faux. C'est faux. C'est 100%. C'est 100%, voire plus. Parce qu'il y a effectivement aussi, hors, contrat, il y a des financements croisés de certaines collectivités. Voilà. Et donc, je ne veux pas rentrer là dans le détail, mais donc voilà ce qui s'est passé. Depuis 1984, il y a l'individualisation du rapport à l'école. Ça, c'est très important. Il y a aussi, en fin de compte, depuis Jack Lang, eh bien, l'enseignement catholique gère 20% du système éducatif. Pourquoi je dis 20%? Parce que, effectivement, en moyenne, ça fait 17%, comme tu le dis, d'accord? 20% parce que, eh bien, dans les accords langue cloupée, on finance à 20%, sauf, eh bien, certains gouvernements qui ne respectent pas ceci. Par exemple, quand Sarkozy a supprimé tant de postes dans l'enseignement public, au lieu d'en supprimer 20% dans le privé, il en a supprimé 5%. Voilà. Quand, Hollande a rétabli sur les... Sarkozy, c'était moins 60 000 postes, hein, et qu'il a supprimé. Non, moins 80 000 postes, là j'inverse. Et Hollande a rétabli 60 000 postes. Hollande, lui, a donné donc des postes au public 80% et 20% au privé. Bilan de l'opération, en fin de compte, l'enseignement privé a, perdu 8 000 postes, l'enseignement public 28 000 postes. Donc, là aussi, il y a des distorsions de traitement
avec des règles qui ont été fixées, disons, dans le cadre, par exemple, des accords Lancloupé. Alors, moi, je voudrais revenir un petit peu à certaines périodes de départ. Parce que aujourd'hui, justement, on a ces débats qui n'existent pas dans le service public. Il y a un député de droite qui disait, à un certain moment, je cherche son nom, je vais finir par trouver, donc il disait, on parle plus de chasse et de pêche à l'Assemblée nationale que d'éducation nationale. Voilà. Il avait totalement raison, hein, et donc, il y a eu des débats autour de l'éducation. En 1833, autour de la loi Guizot, qui, en fin de compte, fonde le service public primaire de l'éducation avec cette loi Guizot, il y a un débat dans la société, et donc débat dans la société qui, aujourd'hui, n'existe pas, mais pourtant, il se produit, on le retrouve dans le document de Bébéar, le débat entre ceux qui considèrent que l'éducation s'est fait pour former un travailleur, pour les besoins immédiats et de proximité de l'entreprise, et donc, pour ceux-ci, en fin de compte, eh bien, il faut organiser l'éducation selon un principe dit commercial, et puis pour d'autres, non, dans ce débat-là, à cette époque-là, eh bien, certains disent non, l'école c'est un projet de société, et donc l'école ne doit pas être organisée selon un principe commercial, mais un principe patriotique. Il y en a un qui l'avait très bien compris, c'est Mélenchon, quand il était secrétaire d'État au ministre à la formation professionnelle. Oui. Je ne suis pas Mélenchon, mais je reconnais que alors, bon, il avait été un de ceux qui l'avaient compris. Alors, je vais te dire, moi j'ai participé donc à des ateliers laïcité donc organisés par le parti de gauche. J'étais pas du parti de gauche, mais Mélenchon, je le connaissais par l'intermédiaire de sa compagne, Pascale Lenouani. Et donc, Mélenchon m'avait invité à ces ateliers législatifs concernant la laïcité. J'ai vu qu'il avait repris après ça, j'avais développé ça au Conseil régional d'Île-de-France où étaient organisés ces débats en 2011 en particulier. Voilà, hein, pour tout te dire. Donc, moi à l'époque, Mélenchon, je n'étais pas en désaccord avec des propositions qu'il faisait en matière de laïcité. Aujourd'hui, c'est tout autre chose. Bon, on est d'accord, non, mais je parle sur le danger professionnel. Voilà, mais je connais bien cette question-là, tu sais, j'ai débattu suffisamment avec lui sur ces questions-là, crois-moi. Voilà. Mais donc, il y a ce débat aujourd'hui que l'on ne met pas en avant, mais l'individualisation du rapport à l'école, et effectivement, l'école, qui a pour mission effectivement de permettre aux jeunes de s'intégrer dans la vie économique et sociale, mais l'école avait depuis, d'ailleurs Condorcet, cette idée il y avait un lien consubstantiel entre l'école et la République parce qu'il fallait aussi former un citoyen et il fallait permettre effectivement de réaliser la démocratie en fabriquant un citoyen. Effectivement, l'école avait cette mission relativement importante. Et ceux qui ont repris tout ça sous un terme, la démopédie, c'était, il n'est pas utilisé aujourd'hui, mais il existe ce terme, effectivement, qui lie l'éducation et la question de la citoyenneté. C'est Jules Barni en particulier, Proudhon en particulier aussi, et puis quelques autres, qui, autour des années 1850, inventent ce terme-là, et en fin de compte, qui va permettre aussi de construire et d'élaborer cette idée d'égalité en éducation que va développer Jules Ferry en 1870 et puis après qui sera appliquée avec l'obligation scolaire, l'égalité et puis la gratuité et la laïcité. Mais ce que l'on oublie aussi, c'est qu'en réalité, et ça c'est toujours le code de l'éducation, il y a des lois qui sont considérées fondatrices. Loi fondatrice du second degré, même si ce n'est pas une loi laïque, la loi Fallou est donc dans le code de l'éducation.
Et la loi Fallou et la loi dite Goblet pour le premier degré, en 1886, ces deux lois posent dans le même article, ils disent qu'il y a des écoles qui sont fondées et entretenues par la puissance publique, qui prennent le nom d'écoles publiques. Il y a des écoles qui sont fondées et entretenues par des particuliers ou des associations qui prennent le nom d'écoles privées. Et donc, à partir de là, eh bien, le juge administratif de tout temps, a interdit le financement à des établissements d'enseignement privé. Il l'a autorisé parce que, eh bien, la loi Debré est une loi qui permet de déroger à cette interdiction, en fin de compte, par une habilitation législative. La loi Carle aussi, donc de 2010. Hein, et donc, ces deux lois, en fin de compte, vont déroger à ce principe juridique qui dit, principe juridique parce que, pourquoi je dis juridique? Parce que politiquement, il n'est plus porté par personne, pratiquement, si par nous, des DEN, hein, voilà. Mais, donc, principe juridique, à école publique, fonds publics, à école privée, fonds privés, ce principe existe en réalité. Il a été cassé par la loi Debré, ensuite par la loi Carle, et donc voilà un peu ce qui se passe. Je crois que c'est important. Et puis après, bon, il y a cette période des lois, donc après, dans cette période des lois, où là aussi on oublie pratiquement ceux qui ont été à la base de tout ça, Ferdinand Buisson en particulier. Oui, je regarde si j'ai rien. On reviendra sans doute sur un certain nombre de points tout à l'heure. Je crois que c'est important, disons, voilà, de rappeler que un militant comme Ferdinand Buisson, pourquoi j'en parle? Parce qu'on va contribuer avec le cercle Ferdinand Buisson qui est dans le Var, à, disons, ce cercle Ferdinand Buisson a racheté la concession qui allait donc se terminer là, de la tombe de Ferdinand Buisson dans l'Oise. Et donc le 6 décembre, on va, disons, inaugurer avec beaucoup d'associations et donc inaugurer cette tombe et surtout donc honorer ce militant remarquable, hein, qui a été aussi prix Nobel de la paix en 1927. Voilà, j'ai dit. Merci. Alors c'est maintenant, parce que je sentais une certaine impatience dans le public à intervenir, que vous pouvez le faire. Donc, écoutez,